Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. Aujourd'hui, nouveauté, nous sommes ravis d'inviter des médecins belges et c'est Julie Cantineau, responsable Académie Wallonie-Bruxelles, qui réalisera ces podcasts. Merci Anne-Catherine, bonjour à tous. Je suis ravie d'intégrer l'équipe des Paroles d'experts Energetica Natura. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode podcast Energetica Natura Paroles d'experts. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Louis Pestiot. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Julie. Donc Jean-Louis Pestiot est vraiment passionné par la médecine fonctionnelle et la longévité. Aujourd'hui, nous allons vraiment aborder les points clés pour optimiser la longévité en 2026. Donc, en tant que gynécologue et spécialisé en médecine fonctionnelle et longévité, comment hiérarchies-tu les leviers d'intervention lorsqu'on cherche à préserver vraiment une longévité, une santé fonctionnelle sur le long terme? Tout d'abord, il faut savoir un petit peu à qui s'adresse un petit peu cette médecine de la longévité. Donc, un article qui vient de sortir en 2024 qui montre, et c'est très intéressant, ce qu'on appelle des transitions aging. C'est-à-dire qu'il y a deux moments dans votre vie où il y a une accélération du vieillissement. Première transition, c'est vers 40-45 ans. Chez la femme, c'est plus évident avec l'apparition de la périménopause. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître tous les problèmes, je vais dire, cardio-métaboliques. Il y a une deuxième transition aging qui apparaît vers 60-65 ans. Et là, on voit apparaître, bien entendu, on a toujours des premiers problèmes de cardio-métaboliques, mais viennent apparaître aussi les problèmes de cancer, problèmes de maladies neurodégénératives, les problèmes de diabète, les problèmes cardiovasculaires beaucoup plus importants et surtout cérébrovasculaires, et aussi le stress oxydatif. Et donc, c'est surtout à cette population-là qu'on va s'adresser en médecine de la longévité. Alors, ce qu'il y a surtout, c'est quoi la longévité? C'est essentiellement une lutte contre les agresseurs cellulaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, en premier lieu, évidemment, ce qu'on appelle l'inflammaging, c'est-à-dire l'inflammation. Cette inflammation qui, en général, est causée au départ par un déséquilibre du microbiote intestinal qui agit au niveau de l'intestin, qui le rend poreux. Cette porosité provoque une stimulation du système immunitaire, stimulation et sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, le foie qui va sécréter la CRP ultrasensible, qu'on peut d'ailleurs doser au niveau sanguin. La deuxième chose qu'il y a au niveau de la longévité et vers 55 ans, ce qui arrive évidemment sont les agresseurs au niveau du génome, bien entendu, avec le problème de méthylation. Troisième chose, ce sont les agresseurs mitochondriaux. D'ailleurs, si vous voulez résumer un petit peu la longévité en deux mots, longévité égale mitochondrie. C'est déjà une première chose. Dans la mitochondrie, extrêmement importante au niveau de la longévité. Quatrième chose, il faut penser aussi qu'on a des voies métaboliques qui commencent à devenir beaucoup moins efficientes, notamment la voie de synthèse du NAD. Deuxièmement, la voie que les gens appellent mTOR, mais moi que j'appelle plutôt PI3K, AKT, mTOR, parce qu'elle est beaucoup plus complexe. Et alors, bien entendu, cette kinase importante, qu'on appelle la kinase de longévité, qui est tout le système AMPK. Et en dernier lieu, il y a une chose qui est évidemment très importante également, c'est ce qu'on appelle le waste management, c'est-à-dire tout ce problème de détoxification, parce qu'au fur et à mesure des années, on s'intoxique avec tout ce qui existe dans notre monde extrêmement toxique, et donc on doit avoir un système de détoxification efficient. Et au fur et à mesure des années, on s'intoxique, bien entendu, et donc il faut se détoxifier. Donc ce sujet, en effet, est tellement vaste que nous avons décidé d'aborder 3 points clés stratégiques pour optimiser la longévité. Le premier sera la détoxification, le deuxième, les soutiens de tissus conjonctifs, et le troisième, l'optimalisation du métabolisme énergétique. Donc, au niveau du premier axe, justement, la détoxification, c'est parfois comme un concept un peu marketing, d'un point de vue strictement physiologique. Quel rôle, finalement, joue-t-elle réellement dans le vieillissement cellulaire et tissulaire? De toute façon, d'abord, la première détox, c'est la prévention. C'est sûr que moins on avale de toxiques et mieux ça va. Ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose qui est importante aussi et qu'on néglige quand même, ce sont les barrières. Ces barrières, c'est quoi? Si on a un intestin correct, on aura évidemment moins de toxines qui rentrent.
la barrière pulmonaire, la barrière cutanée, est importante, également la barrière hémato-encéphalique. Donc, première chose, c'est d'abord se protéger et d'avoir des bonnes barrières. Deuxième chose, il faut penser, c'est qu'on parle toujours de la détoxification hépatique, c'est très important, mais toutes les cellules dans le corps sont obligées de se détoxifier et de se protéger. Par exemple, si on prend les perturbateurs endocriniens, il y a des récepteurs hormonaux dans la majorité des cellules. Toutes ces cellules doivent évidemment se protéger contre ces perturbateurs endocriniens. Une deuxième chose, c'est que toutes les cellules doivent également se détoxifier. Elles se détoxifient de l'intérieur, par exemple tout ce qui est substances oxydantes, mais également tout ce qui est xénobiotique, donc ces substances étrangères. Et pour ça, on a un système qui est quand même super bien, qui fonctionne super bien, c'est le système NFR2. Et ce système NFR2 est beaucoup moins connu. C'est un système qui est un système qui se place dans le cytoplasme et qui va, dès qu'il y a un xénobiotique ou une substance oxydante qui arrive à l'intérieur de la cellule, elle va prévenir le noyau pour fabriquer des substances antioxydantes, le plus connu étant le glutathion synthétase. Et donc, toutes les cellules vont donc sécréter ces substances qui vont attacher le xénobiotique et pouvoir le faire sortir dehors. Puis, à ce moment-là, dans la circulation sanguine, va intervenir la détoxification hépatique. Et cette détoxification hépatique, c'est un système en cascade. Il y a d'abord la phase 1 qui sont donc cette énorme quantité de cytochrome P450 qui sont donc des enzymes qui vont modifier, détruire tous ces xénobiotiques. Et ensuite, il y aura la phase 2 qui va, si on veut, envelopper, lier ces xénobiotiques pour pouvoir les rendre de liposolubles à hydrosolubles pour que le corps puisse l'éliminer soit par le foie et la bile, soit par les reins et l'urine, soit éventuellement par la peau, par la transpiration. Voilà. Alors, cette détoxification, elle se fait grâce à évidemment des molécules qui existent dans le corps, mais elles peuvent être aidées également bêtement, entre guillemets, des substances qui existent dans les plantes. Par exemple, des plantes comme le persil et le chardon-marie sont des espèces de sermes, c'est-à-dire des modulateurs au niveau des récepteurs hormonaux. Ça va servir, par exemple, pour pouvoir éliminer ces perturbateurs endocriniens des récepteurs hormonaux qui existent au niveau des cellules. On a, par exemple, la coriandre et la chlorelle, par exemple, qui sont des substances également qui vont éliminer les métaux lourds. Tout ça va pouvoir se faire aider par des vitamines, la B3, la B6, par des oligoéléments, l'iode, le sélénium, le cuivre. Tout ça va permettre, tout cet ensemble va permettre de pouvoir faire une détoxification efficace et aider la détoxification naturelle. Par exemple, notre américaine bien connue, Lisa Berkson, qui est endocrinologue et qui a fait, avec Energetica Natura d'ailleurs, deux sortes de complexes qui permettent justement d'éliminer ces perturbateurs endocriniens, d'abord des cellules, et ensuite de pouvoir l'éliminer au niveau du corps. Tout à fait. Un grand merci. Et alors, c'est vrai que y a des liens finalement entre la méthylation, la gestion du stress et la prévention du vieillissement prématuré. Quels sont-ils? Voilà. Alors, comme tu sais, la méthylation, c'est un de mes grands dadas. J'en parlerai encore plusieurs fois durant le podcast. Donc, cette méthylation, c'est quoi? C'est tout simplement la méthionine qui va se transformer en SAM, S-adénosylméthionine, et le SAM est un donneur universel de groupement méthyle. Alors, cette méthylation intervient dans 4 principaux réactions chimiques. Il y a d'abord la méthylation de l'ADN pour la stabilité génomique. Il y a deuxièmement, on en parlait, la détoxification du foie. Il y a des détox qui se font grâce à des méthylations au niveau de la phase 2 hépatique. Les neuromédiateurs interviennent, la méthylation intervient également au niveau des neuromédiateurs. On va prendre les deux plus connus. La sérotonine va se transformer en mélatonine grâce à d'abord une acétylation, mais ensuite une méthylation. Et le deuxième neuromédiateur bien connu, la dopamine, cette dopamine est dégradée
grâce à également ce qu'on appelle les COMT, les catécholamines transférases, méthyltransférases, qui vont méthyler cette dopamine pour pouvoir la transformer en ce qu'on appelle l'acide homovanillique, qui est un acide qui va être éliminé par les urines. Donc la méthylation intervient très fortement au niveau des neuromédiateurs. Et alors la quatrième chose qui est importante également, c'est que la méthylation intervient dans deux molécules hyper importantes, on en reparlera par la suite, c'est la créatine et la carnitine. La créatine est fabriquée à partir d'arginine et de glycine, qui va faire ce qu'on appelle le guanidoacétate. Et ce guanidoacétate, il va, par méthylation et encore une fois par le SAM, se transformer en un tripeptide qui est la créatine. La carnitine étant, elle, non plus une simple méthylation, mais une triméthylation grâce à la lysine. C'est un triméthylysine qui va s'associer également à la méthionine. Donc on voit que cette méthylation est hyper importante, elle doit fonctionner correctement, et avec l'âge, cette méthylation a tendance à être beaucoup moins efficace. Pour cette méthylation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord une vitamine B9 méthylée, et donc il faut un système de ce qu'on appelle le cycle des folates qui fonctionne correctement. Et là aussi, on a un problème avec une enzyme qu'on appelle l'enzyme MTHFR. Cette enzyme est une enzyme importante parce qu'elle va transformer l'acide folinique en vitamine B9 méthylée. Et on a à peu près 3% de la population qui ont un polymorphisme génétique homozygote, donc qui transforment très très mal cette vitamine B9 méthylée. Et alors, il y a à peu près une trentaine de pourcents, dont je fais partie, où ils ont un problème simplement hétérozygote, et donc ils ont un problème de faire cette méthylation de la vitamine B9. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une augmentation de l'homocystéine. Cette homocystéine est un poison cardiovasculaire et cérébrovasculaire. Et donc cette homocystéine, elle doit absolument disparaître pour et être retransformée en méthionine pour faire le cycle de la méthylation justement. Et pour ça, il faut donc avoir une bonne vitamine B9 méthylée, de la vitamine B12. Et il y a une troisième chose aussi, heureusement, la nature a bien prévu, il y a ce qu'on appelle une enzyme qui s'appelle la bêta-homocystéine transférase, qui va, elle, à partir du triméthylglycine, on en parlera tout à l'heure, ce triméthylglycine peut également transformer l'homocystéine en méthionine. Voilà. Magnifique. Et finalement, c'est vrai que dans la pratique, quel est ton chouchou vraiment pour soutenir la méthylation et pourquoi ce choix? Voilà. Et voilà, est-ce que ça semble particulièrement pertinent dans une approche longévité? Alors, moi, je suis un fan du TMG, donc du triméthylglycine. Pourquoi? Parce que c'est une substance qui est d'abord agréable à prendre comme complément alimentaire, c'est un petit peu un aspect sucré, c'est en poudre. Il faut en prendre à peu près 5 grammes par jour, une cuillère à café. Et donc cette triméthylglycine permet justement de bypasser ce problème de méthylation par la vitamine B9 méthylée et permet par ce biais, si vous voulez, en prenant ce complément alimentaire, de soulager un petit peu la S-adénosine méthionine qui est le donneur universel de méthyle et qui a déjà tellement de méthylation à faire qu'on peut un petit peu l'aider, si je puis dire. Et deuxièmement, ce qui est assez extraordinaire dans ce TMG, c'est qu'il y a des études qui ont montré maintenant que cette triméthylglycine intervient également dans la performance sportive. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut, grâce au fait qu'on soulage un petit peu la S-adénosine méthionine, qui va créer de la créatine, eh bien, ça va permettre aux sportifs de fabriquer beaucoup plus de créatine. Deuxièmement, on remarque également que ce TMG a un aspect, je vais dire, osmolyte, c'est-à-dire qu'il va agir au niveau de l'équilibre hydrique de la cellule, ce qu'on appelle le cell swelling. Et troisièmement, et ça c'est un petit peu nouveau également, ce TMG va agir au niveau des récepteurs, va permettre l'expression des récepteurs de l'IGF-1, c'est donc des récepteurs de l'hormone de croissance. Donc on voit que ce TMG est vraiment une substance vraiment intéressante et à prendre tous les jours. Chez les gens qui sont, comme moi, déficients un petit peu dans ce problème de polymorphisme génétique de l'enzyme MTHFR, mais également chez tout le monde et surtout chez les sportifs.
Super, merci pour toutes ces explications. Alors c'est vrai qu'on passe au deuxième axe, le pilier tissu conjonctif. Finalement, le vieillissement du tissu conjonctif, comment est-ce qu'il peut impacter la santé articulaire, musculaire, mais aussi le métabolisme d'une manière un peu plus globale? Alors, on peut parler évidemment des tissus conjonctifs de manière un peu plus large, mais moi je vais un peu faire le focus sur le collagène. Alors le collagène, il existe 23 types de collagène, c'est surtout le type 1, 2, 3 qui sont les plus courants. Le collagène, c'est une triple hélice qui est composée, on dit souvent d'ailleurs, c'est composé de glycine, effectivement, la glycine, encore une fois avec la triméthylglycine. La glycine elle représente 30% du collagène. Mais il y a aussi de la proline qui doit se transformer en hydroxyproline, c'est les trois les plus connus. Je pense à ça, c'est que la proline doit se transformer en dioxyproline grâce à la vitamine C. Donc, si on veut prendre un complexe, un complément alimentaire de collagène, il faut absolument ce complément et de la vitamine C pour pouvoir aider à la synthèse du collagène. Alors, il ne faut pas oublier aussi, c'est que ce collagène, ce n'est pas uniquement trois acides aminés. Si on veut regarder un petit peu le nombre d'acides aminés qu'il y a, par exemple, dans le collagène de type 1 bovin, eh bien, il y a bien entendu 30% de glycine, plus ou moins 10% d'hydroxyproline, 10% de proline, mais il y a aussi plus ou moins 10% d'alanine et de valine. Ce sont donc deux acides aminés qui sont hyper importants pour structurer et densifier un petit peu le collagène. Et alors, ce qui est pas mal aussi, si on parle de collagène pour les articulations, c'est important également d'y adjoindre, par exemple, de la silice. La silice qui va aider à diminuer les problèmes ostéo-articulaires, qui va agir également, cette silice va agir au niveau de la minéralisation osseuse. Donc, quand on prend du collagène, il ne faut pas prendre que du collagène, il faut l'entourer de plusieurs autres substances pour pouvoir avoir un effet beaucoup plus bénéfique. Alors, Jean-Louis, on arrive au troisième axe. Donc, c'est l'axe vraiment de l'optimisation du métabolisme de l'énergie et la créatine, qui est au carrefour du muscle et de l'énergie. Et donc, la créatine fait vraiment l'objet de beaucoup d'études. Et donc, elle est traditionnellement associée à la performance sportive, mais elle a aussi bien d'autres rôles. Et elle s'inscrit aussi dans une stratégie de longévité. Peux-tu nous en parler ? Mais voilà, donc la créatine, comme je l'ai dit tout à l'heure, le corps le fabrique lui-même. Il fabrique à peu près, d'après ce qu'on sait, plus ou moins 1 gramme de créatine par jour. Cette créatine est synthétisée à partir d'arginine, de glycine et de méthionine. Et donc, cette créatinine, elle sert à beaucoup de choses. D'abord, au niveau énergétique, la créatine se transforme en phosphocréatine et cette phosphocréatine est une espèce de réservoir d'énergie qui peut être tout de suite, ce phosphore peut être tout de suite donné à l'ATP et donc ça permet d'avoir des réserves pour pouvoir fabriquer de l'ATP qui est donc notre monnaie énergétique. Alors, les trois organes qui ont besoin de créatine, ce sont les organes qui demandent énormément, qui puisent énormément d'énergie. Évidemment, il y a les muscles squelettiques, il y a le cœur qu'il ne faut pas oublier. Le cœur est quand même un énorme muscle qui travaille de manière intense. Et troisièmement, c'est le cerveau. Alors, au niveau du muscle, on a cette créatine qui va se transformer en phosphocréatine et dès qu'il y aura un mouvement, eh bien, cette phosphocréatine va pouvoir donner à l'ADP formation d'ATP. Deuxièmement, au niveau du cerveau, il ne faut pas quand même oublier, c'est que le cerveau puise 20% de l'énergie du corps alors qu'il ne pèse qu'1 kilo. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de mitochondries. Et il y a d'ailleurs une étude qui vient de paraître en 25 sur la carte mitochondriale cérébrale. On voit qu'il y a surtout au niveau de la matière grise énormément de mitochondries, donc énormément d'énergie qui est dépensée dans cette matière grise. Et donc, le cerveau, lui, fabrique sa propre créatine et donc fabrique également de la phosphocréatine. Et on a remarqué maintenant avec des études qui sont bien faites que, chez les personnes plus âgées, il y a une augmentation de la mémoire quand ils prennent de la créatine.
Deuxièmement, on a remarqué également que ça pouvait même agir dans des problèmes dépressifs. Et troisièmement, un petit truc un petit peu à côté, c'est qu'on donne aussi de la créatine dans les cas de Covid long. Ce qui prouve que dès qu'il y a fatigue chronique ou fatigue cérébrale, prendre de la créatine est vraiment intéressant. Alors moi, je dirais aux gens que tout le monde doit prendre de la créatine. C'est absolument pas dangereux, il n'y a pas de danger de surdosage. Et de toute façon, on a besoin tous de cette énergie, tant au niveau musculaire qu'au niveau cérébral. Merci. Maintenant, c'est vrai qu'elle intervient aussi, je dirais, au niveau de l'ostéoporose. Oui, tout à fait. La fonte musculaire, c'est aussi important au niveau de la longévité. Tout à fait. Donc, le gros problème de la personne âgée, c'est la perte de la masse musculaire. Il faut pas oublier qu'on perd de la masse musculaire à peu près 1% à partir de 40 ans, ce qui est quand même énorme. Et donc, effectivement, donner de la créatine, certainement à partir de 40-45 ans, est tout à fait indiqué. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce soutien du métabolisme énergétique, donc la santé mitochondrielle. Et donc, quels sont les antioxydants que tu référerais pour améliorer cette longévité à ce niveau-là? Voilà, donc la mitochondrie, comme je l'ai dit, la mitochondrie, c'est vraiment le point essentiel au niveau de la longévité. Alors cette mitochondrie, elle a besoin d'énormément de substances pour pouvoir travailler correctement. D'abord, elle a besoin d'oméga 3 pour sa paroi, pour avoir une fluidité membranaire, mais elle a besoin de vitamine B, B1, B3, surtout pour fabriquer le NAD, le B5 également. Elle a besoin d'oligo-éléments, elle a besoin de cuivre, elle a besoin de zinc, elle a besoin de magnésium, elle a besoin de fer, elle a besoin de manganèse, vu que la superoxydismutase de la mitochondrie a du manganèse. Et donc, on a besoin d'énormément de choses pour pouvoir faire fonctionner correctement ces mitochondries. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas négliger également, c'est ce qu'on appelle l'hormèse. L'hormèse mitochondriale, c'est quoi? C'est, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu un pouce au cul de la mitochondrie, c'est-à-dire qu'il faut un peu la flageoler. Et pour la flageoler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du sport, une activité physique surtout, et c'est une activité physique avec des moments extrêmement intenses. Et ce qui était le mieux étudié, c'est ce qu'on appelle le HIIT, High Intensity Interval Training. C'est quoi? Moi je le fais sur un vélo elliptique, c'est faire 30 secondes lent, 30 secondes rapide, 30 secondes lent, 30 secondes rapide, ce qui fait qu'on va stimuler très fort l'activité mitochondriale et provoquer de la biogénèse, c'est-à-dire la fabrication de nouvelles mitochondries, mais surtout éliminer les mitochondries qui sont plus en très grande forme. Une deuxième manière de faire de l'hormèse, c'est bien connu chez les Norvégiens, c'est de passer du sauna dans l'eau froide, ce qui n'est pas évident, mais ça donne un coup de fouet, c'est le cas de le dire, et c'est une manière d'augmenter l'hormèse mitochondriale. Une troisième, évidemment, bien connue aussi, c'est la restriction calorique, mais je vais dire, c'est surtout pour la longévité, faire ce HIIT pour augmenter l'hormèse mitochondriale. Merci Jean-Louis. Alors pour toi, quelle est vraiment ta routine longévité au quotidien? Alors ma stratégie longévité, d'abord ça regarde que moi, donc c'est simplement moi. Alors ce que je prends quotidiennement, c'est du collagène, c'est de la triméthylglycine, c'est des boosters de NAD et également de la créatine, bien entendu. Et les 4 que tout le monde doit prendre, c'est-à-dire vitamine D3, vitamine K2, des oméga 3 et du magnésium. Ça, c'est tous les jours. Maintenant, on peut prendre de manière un petit peu sporadique, c'est prendre des antioxydants, le coenzyme Q10 bien entendu, des substances beaucoup moins connues, la spermidine, l'urolitine 3, la ficétine, la quercétine, il y a plein de compléments alimentaires qui existent. Et ce qui est important également, c'est prendre de la vitamine B. Ça, c'est évident, surtout pour la méthylation. Et ce qu'on peut prendre aussi, ce sont des oligo-éléments, du zinc, du sélénium, du fer, mais toujours attention d'être certain qu'on n'est pas en surdosage. Voilà, ça c'est un petit peu ma routine longévité, si je puis dire. Merci Jean-Louis, merci beaucoup pour ce magnifique podcast. Juste petite parenthèse, avec Marie Kuhn, nous avons confectionné
un smoothie ainsi que des Energy Ball longévité. Donc, n'hésitez pas à les visionner par la suite. Je vous remercie et je me réjouis de vous retrouver prochainement dans un prochain épisode podcast Energetica Natura, parole d'expert. Bonne journée. Bon, au revoir. Bonjour Marie-Koun. Bonjour Julie. Enchantée de t'accueillir ici. Donc, toujours dans le cadre longévité, nous avons 2 petites recettes. On va commencer par le smoothie. Donc, Marie est coach en nutrition. Elle a été assistante en pharmacie et elle adore partager ses recettes. Allons-y. Ben voilà, donc ici on va commencer par le smoothie longévité, donc en accord avec le podcast que tu as animé juste avant avec le docteur Pestio qui nous a parlé de longévité. C'est bien de parler, mais moi j'aime bien manger, et donc on va mettre tout ça en musique avec évidemment dans un premier temps les ingrédients que le laboratoire Energetica Natura nous a mis à disposition pour mettre tout ça en lumière. Donc on va commencer. Génial. On va commencer donc par NutriClear, créatine et la whey. Donc comme nous sommes gourmandes, on va faire un smoothie pour chacune d'entre nous. Oui, moi je veux le goûter. Donc nous on fait tout x2. Alors on y va. On y va. Donc d'abord 2 cuillères de NutriClear. Donc tout x 2, 2 cuillères de whey. Voilà. Et ici 2 cuillères de créatine monohydrate, comme vous le savez. On ne travaille qu'avec de la qualité. Hop. Voilà. Voilà déjà pour les poudres. Alors là, on va partir ensuite, c'est très important, sur les bons gras. Donc pour ça, on a prévu un demi-avocat. Donc c'est 1/4 d'avocat par personne, donc 1/2 pour nous 2. Voilà. Et alors, moi, j'aime également ajouter des graines de chanvre, donc qui sont pleines de vertus, riches en oméga 3, du bon gras. Donc voilà, 2 cuillères à café, vu que nous sommes 2. Magnifique et riche aussi en protéines. Vous pouvez aussi aller éventuellement vers des graines de chia et d'autres, bien sûr, ingrédients. Alors, on aime quand même le plaisir, donc un petit peu de cacao. Mais bon, il faut qu'il soit riche en flavonoïdes. Donc, on a pris du cacao pur sans sucre. Miam. 2 cuillères à café, hop. 2 cuillères à café, voilà. Ok. Ensuite, pour le plaisir, on va partir sur les myrtilles. Je sais que tu aimes bien mettre des fruits dans tes smoothies, donc je te laisse le faire, je te tiens le micro. Donc ici, Marie a prévu, on est dans le peu de sucre, vraiment. Donc uniquement les myrtilles, mais vous pouvez bien sûr remplacer par d'autres fruits rouges, voilà, des mélanges de fruits rouges ou framboises. Vous pouvez aussi opter pour des fruits congelés. Maintenant, si vous voulez le côté un peu plus glucidique, on peut rajouter banane, etc. Mais ici, on est dans le sans sucre. Et alors, on est venu ajouter, pour aider, favoriser un index glycémique pas trop élevé, on va venir ajouter de la cannelle qui permet de diminuer la charge glycémique. Donc, 1 cuillère à café par personne. Parfait. Hop, voilà. Alors, peu de sucre, certes, mais je sais qu'il y en a qui ont des becs un peu plus sucrés. Donc, dans ce cas-là, moi, je propose une alternative qui est l'allulose. C'est un sucrant très particulier qui, en fait, n'a pas du tout d'impact sur la glycémie de la personne. Si vous n'avez pas d'allulose, parce que c'est assez nouveau comme ingrédient, il y a aussi le sirop Diacon qui fait très bien l'affaire. Parfait. Et donc là, tu mets 1 cuillère? Oui. Ok. Voilà. Un petit chouïa de plus. C'est un peu à l'œil aussi. Super. Alors, on a opté pour un lait d'amande sans sucre. Oui, donc là, on va venir mettre approximativement 200 ml par personne. Il y a quand même pas mal de poudres. Donc, ce sont des poudres fonctionnelles, mais donc, on ne va pas hésiter à mettre du liquide en suffisance. Voilà. Le plus important, c'est de ne rien renverser. Tout à fait, tout à fait. Donc, on met la quantité de lait et après, nous sommes des grandes personnes, on ajuste selon nos goûts, selon nos envies. Moi, j'aime pas quand c'est trop épais. Si toi, tu préfères plus épais, on adapte. Voilà, c'est pas un problème. Tant que vous avez un lait bio de qualité sans sucre ajouté, c'est pas un problème. En été, on peut aussi venir ajouter directement des glaçons. Comme ça vient rafraîchir, donner un petit côté peps. Je sais que toi, tu aimes bien le côté frais. On va maintenant mixer. Donc, je pense qu'on peut juste couper le temps de mixer parce que sinon, ça va faire un bruit fou. On se retrouve tout de suite. Voilà. Ok, on regarde. Ça a l'air bien. Onctueux. Je pense même qu'on pourra peut-être un peu partager avec le docteur Pestio. Oui, peut-être, voilà, avec d'autres personnes ici. Donc, on verse. Le plus stressant, c'est de ne pas renverser, en fait, je vous avoue. Voilà. Je préfère que tu le fasses, en effet. Peut-être que mon 400 millilitres était vraiment approximatif, en fait. Hop. Donc, c'est à prendre à quel moment. Ça peut être tout à fait éventuellement en remplacement d'un repas si on n'a vraiment pas le temps de manger. Sinon, après le sport, à 4 heures, c'est idéal.
Oui, ou même avec les poudres fonctionnelles qu'on a mis dedans, pour moi, ça peut être un petit déjeuner, comme tu disais, parce que l'idéal, vous le savez, c'est vraiment de démarrer sa journée avec une bonne quantité de protéines. Et là, on atteint très facilement le quota de 22-25 grammes de protéines. Donc, c'est vraiment parfait. J'ai plus qu'une chose à te dire, Julie. Santé. Santé, Chin Chin. Merci Marie. On goûte, hein. Pas mal, hein. Très Tout bon. sympa. Merci. Super.